Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel car je suis en vacances. Et en plus de ça, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 3 threads d'horreur avec, attention, un nouveau micro. Alors j'espère que la qualité vous conviendra et que ça sera comme du sucre dans vos oreilles. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. En tout cas, installez-vous confortablement, prenez de quoi manger, de quoi boire. Et nous, on est parti pour la première histoire. Je n'ai jamais raconté cette histoire auparavant. C'est arrivé il y a des années. J'étais encore un enfant, à vrai dire. J'avais à peine 12 ans et j'allais parfois jouer le mercredi après-midi chez mon pote Alex. On passait le temps à s'amuser car il avait plein de jouets et même le luxe ultime pour moi, à l'époque, d'avoir une PlayStation 3. J'aurais tout donné pour en avoir une. Mais ma mère n'avait pas les moyens pour m'offrir une console. Tout son salaire passait dans le loyer et les différents frais qu'elle devait débourser pour élever mon petit frère de 4 ans et moi. Mon père était parti peu avant la naissance de mon frère et n'avait jamais donné signe de vie. Par orgueil déplacé ou par désillusion, ma mère n'avait jamais intenté de procédure judiciaire pour lui faire payer une pension alimentaire. Le fait est que nous survivions plus ou moins et que ces après-midi passés chez Alex étaient une véritable bouffée d'air frais dans ma vie de jeune ado. Il faut dire aussi que j'étais le seul ami d'Alex. Il était, selon les autres élèves du collège, un peu bizarre. Et avec le recul, il n'avait pas vraiment tort. Alex sursautait parfois pour rien. Il fixait, de temps à autre, les fenêtres ou les murs et ne parlait qu'avec bien peu de monde. En allant chez lui les mercredis, je me suis rendu compte que les parents d'Alex ne s'occupaient pas tellement de lui. Et il lui achetait les jouets et les jeux vidéo qu'il voulait pour qu'il ne les dérange pas. À l'époque, je pensais qu'Alex avait été un peu traumatisé par ce manque d'amour parental. J'ai depuis changé d'avis. Le dernier mercredi après-midi, où je suis allée chez Alex, nous l'avons passé à jouer à Call of Duty. On se passait la manette dès que l'un d'entre nous mourait. C'était vraiment très sympa. À un moment, Alex s'est levé. Je vais chercher du coca à la cuisine, je reviens. J'ai continué à jouer. Je suis mort une fois, mais Alex n'était pas revenu. J'ai alors relancé la partie. Puis, je suis mort une deuxième fois. Saleté de sniper. Alex n'était toujours pas revenu. J'ai continué à jouer, mais quelque chose en moi me disait que c'était pas normal. J'ai alors coupé le son de la télé et je me suis retournée vers la porte de la chambre d'Alex, qui était ouverte. Le reste de la maison était totalement plongé dans un silence irréel. On n'entendait aucun bruit. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Généralement, quand on parle de silence, il y a toujours des sons parasites qui nous parviennent. Que ce soit une voiture qui passe à l'extérieur, un oiseau qui chante, des enfants qui courent le long du trottoir, mais pas là. La maison semblait avoir été engloutie dans un cocon ouaté, comme si on avait mis un casque anti-bruit sur mes oreilles. J'ai appelé Alex, mais ma voix ne portait pas. On aurait dit que les mots qui s'échappaient de ma bouche mouraient à peine sortis. Personne ne m'a répondu. Mon estomac s'est serré soudainement. J'ai appelé la mère d'Alex, car je savais qu'elle était en train de travailler dans son bureau. Aucune réponse. J'ai décidé de sortir de la chambre et d'aller chercher mon ami. J'ai fait quelques pas dans le couloir et je me suis dirigée vers la cuisine. On aurait dit qu'il n'y avait personne dans la maison. Chaque pas que je faisais était étouffé, comme si je marchais sur du coton. Dans la cuisine, personne. Alex n'était pas là. En revanche, la porte du frigo était entrouverte. J'ai machinalement jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y avait rien. Et pourtant, on s'était déjà servi à boire plus tôt dans l'après-midi. Je sais que le frigo était rempli. Et là, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? En me dirigeant vers le couloir qui menait au salon, j'ai fait face aux fenêtres. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à paniquer. Un brouillard épais, d'un gris sale, avait enseveli le quartier. Je pouvais rien voir à l'extérieur de la maison. J'ai dégluti difficilement et j'ai su, instinctivement, que je n'étais plus vraiment dans la maison de mon ami. Je ne sais pas comment j'avais fait, mais j'étais ailleurs. Quand soudain, une main sur mon épaule m'a fait sursauter. C'était Alex. J'étais sur le point de hurler lorsqu'il a mis sa main sur ma bouche et a fait non de la tête. Je pouvais lire l'effroi dans ses yeux. Il a lentement enlevé sa main de mon visage et a délicatement placé son index devant ses lèvres, comme pour dire « Ne fais aucun bruit ». Alors, j'ai acquiescé par un hochement de tête. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une respiration, grave et profonde, comme celle d'un prédateur, provenant du couloir. Alex m'a pris le bras et m'a mené vers un placard encastré dans le mur de la cuisine. Il a ouvert la porte du placard et s'est faufilé dans l'espace inférieur. Il restait assez de place pour moi et je l'y ai rejoint. Il a fermé la porte et a encore fait le signe de garder le silence. Puis, a posé sa tête entre ses bras et a commencé à se balancer doucement, d'avant en arrière. J'ai réalisé que c'était pas la première fois qu'Alex vivait ça. Peut-être que c'était la cause de sa bizarrerie, de
son côté antisocial, je n'ai pas pu aller plus loin dans mes pensées, car une silhouette est apparue dans mon champ de vision. À première vue, j'ai cru reconnaître la mère d'Alex. Mais son corps et sa posture étaient différents, difformes. Alors qu'elle passait devant le placard, je pouvais voir dans les interstices de la porte son visage. C'était une gueule bestiale, remplie de crocs et de bave. Je suis restée totalement immobile, et la chose a continué son chemin à travers la maison, immobile et silencieuse. On est resté comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, Alex et moi. À un moment, on a commencé à entendre des bruits provenant de l'extérieur. Une voiture qui klaxonne et des personnes qui parlent. Alex relève la tête. On peut sortir maintenant. En sortant du placard, je me suis rendu compte que mon pantalon était mouillé. Je m'étais pissé dessus. Alex l'a vu. T'inquiète pas, c'est normal. Ça m'est arrivé aussi les premières fois. Il faut juste trouver un endroit où se cacher et attendre. Et puis ça passe. Et surtout, ne jamais faire de bruit. Je dois avouer ne pas être très fière de ma réaction à ces propos, car j'ai tout simplement couru. Alex a crié mon nom, mais je n'ai même pas entendu. Je me suis enfuie de cette maison et j'ai couru jusqu'à chez moi, où j'ai dévalé l'escalier menant à ma chambre. Je me suis mis dans mon lit, tremblant, essayant d'oublier ce qui s'était passé cet après-midi-là. Après ça, je ne suis jamais retournée chez Alex. À vrai dire, j'ai tout fait pour l'éviter à l'école. Je ne lui parlais plus. Il a bien sûr essayé de me parler quelques fois, mais il a abandonné quand il a vu que je ne voulais plus rien avoir avec lui. Il était de plus en plus seul et isolé à l'école, et est devenu bientôt la cible de plus grands qui en ont fait leur souffre-douleur. Cela me brise le cœur, car je savais au plus profond de moi qu'Alex était un garçon bien. Mais c'était au-delà de mes forces d'accepter ce que nous avions vécu cet après-midi, dans sa maison. Je pensais que si je l'acceptais, j'allais devenir fou. Alex a arrêté de venir au collège quelque temps après. Une rumeur a couru pendant quelque temps, comme quoi Alex et ses parents avaient disparu, laissant leur maison telle qu'elle, avec toutes leurs affaires et possessions à l'intérieur. Je n'ai pas cherché à en savoir plus, et je quittais même les discussions qui tournaient autour de ça. J'ai continué ma vie. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai une femme et une petite fille que j'aime plus que tout au monde. Mais ce matin, alors que j'étais dans la salle de bain, me préparant pour aller au travail, j'ai été pris d'un malaise grandissant. Mon estomac était noué et je ne savais pas pourquoi. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai vu le brouillard au travers des vitres de ma chambre. Le même brouillard sale et épais que j'avais vu des années auparavant. Il n'y avait aucun bruit, aucun son autour de moi. Par réflexe, je suis retournée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. Ne pas faire de bruit. Ces phrases tournaient dans mon esprit comme un mantra obsédant. Puis, j'ai entendu des pas lourds s'approcher de la porte de la salle de bain. Quelque chose a tourné la poignée plusieurs fois. Je me suis rendu compte que j'étais en train de retenir ma respiration. J'ai attendu des heures et des heures. Puis, j'ai entendu des sons provenir de l'extérieur. J'ai su que j'étais de retour dans notre monde. Après ça, afin de protéger ma femme et ma fille, j'ai mis quelques affaires dans un sac et je suis partie. Je suis maintenant dans un Formule 1, quelque part en France. Je ne sais pas si la chose va me suivre. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que je ne disparaisse comme Alex et sa famille. Il y a si longtemps déjà. Mais je sais que ma femme et ma fille seront saines et sauves. Et ce post sera mon dernier témoignage. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps maintenant. Pour vous mettre dans le contexte, je suis agent de sécurité en usine. J'ai donc l'habitude de travailler seul, souvent de nuit, parfois pendant 12 heures tout seul dans le noir, le week-end notamment. Tout ça pour dire que des frayeurs ou des moments de paranoïa, avec la fatigue et l'environnement sinistre, c'est quelque chose que je connais bien. Comme mes collègues, ça fait partie du job, c'est comme ça. Cependant, il y a quelques mois, on m'appelle pour me demander de remplacer un collègue en arrêt maladie. Le poste se passera de nuit dans une usine qui n'est pas celle dans laquelle j'opère habituellement et que je ne connais pas. Un peu sceptique au début, je finis par accepter. Car voyez-vous, comme tout mec sur Terre, je me dois de remplir mon frigo pour assurer ma survie et celle des miens. J'arrive donc dans cette fameuse usine. L'agent du poste d'après-midi que je viens de relayer me fait un rapide tour des lieux avant de partir. Bref, mon poste commence plutôt normalement. Je m'installe au poste de garde, mets la radio, mon sandwich au frigo, etc. La routine classique. Mais au bout de 15-20 minutes, j'entends un bruit très fort, comme celui d'un aspirateur qui me fait sursauter comme pas possible. Surpris, et avec un BPM d'environ 180, je cherche à comprendre ce qui se passe, jusqu'à ce que je comprenne. Il s'agissait en fait du sèche-main des toilettes. Vous savez, la soufflerie là, qui s'était allumée à l'autre bout du couloir, alors qu'il n'y a que moi dans toute l'usine, je le rappelle. Bon, admettons un bug électronique. Je décide de ne plus y porter trop d'intérêt, surtout que j'ai ma première ronde qui commence bientôt. Je pars en ronde une première fois, puis une deuxième fois. Tout se passe bien, rien à signaler. Puis, pour la dernière ronde de mon poste, vers 4h du matin, je quitte le poste de garde en le verrouillant à clé derrière moi, comme j'ai l'habitude de le faire sur mon site habituel.
En faisant le tour de l'usine, je constate une alarme sur une machine. Je prends donc le téléphone de l'entreprise et appelle le numéro de l'astreinte pour le prévenir. Ce dernier m'explique que c'est rien, que si je voulais bien faire une petite manipulation de 2-3 boutons, ça lui évitera un déplacement. Donc, naturellement, j'accepte, je fais ce qu'il me dit et l'alarme cesse immédiatement. Je lui explique que ça a fonctionné et qu'il peut rester au lit en plaisantant. Il me tape un peu la discussion et on arrive sur le sujet suivant. Ah, t'es l'agent qui remplace le collègue en arrêt maladie. Alors, ça va la nuit, ça se passe bien? Pas trop embêté par le fantôme de la boîte? De quoi tu parles? Alors oui, t'es nouveau, mais personne t'a raconté qu'un mec est décédé ici, il y a quelques années? Et puis, depuis, les agents se sentent surveillés la nuit. Ah non, on ne m'a rien dit. Mais pour l'instant, j'ai rien remarqué de suspect, pourvu que ça dure. Enfin bref, on continue la conversation brièvement sur un autre sujet avant de raccrocher. À ce moment-là, je termine la ronde un peu KO sans trop y repenser. Mais alors que je fais demi-tour au fond de l'usine pour rentrer au standard, mon PTI, protection du travailleur isolé, les gens qui bossent dans la sécurité sauront de quoi je parle, se met à sonner comme un malade, me faisant une fois de plus remonter à 180 BPM et me faisant sursauter comme un con. Donc je le prends en main pour voir ce qui ne va pas. Et là, je vois le pire message possible. Intrusion, poste de garde. Mon sang se glace littéralement. Je ne sais plus quoi faire. D'un côté, je dois aller faire ma levée de toute manière, mais de l'autre côté, je veux pas tomber nez à nez avec un potentiel braqueur. Mais qu'est-ce qu'un braqueur foutrait dans une usine à 5h du matin? Et comment serait-il rentré? Bref, je me rends au poste de garde à tâtons, aussi apeurée qu'une petite fille un soir d'orage. Arrivé sur place, aucun signe d'effraction. Et la porte est toujours verrouillée, comme à mon départ. Je décide de faire un retour caméra pour comprendre ce qui s'est passé. Et je vois qu'à peu près à l'heure où je suis partie, on voit juste la lumière automatique des fameux toilettes du standard, ceux dont le sèche-main s'est allumé, et bien justement s'allumer, alors qu'il est censé s'allumer uniquement en cas de présence. Genre quand on rentre dans la pièce quoi. C'est strictement impossible. Le poste était verrouillé à double tour. Enfin bref, je vous laisse imaginer les conclusions que j'en ai tirées à ce moment-là. Et en assemblant tous les éléments de la nuit dans ma tête, je peux vous assurer que c'était une des expériences les plus déroutantes que j'ai eues. Bonjour, j'ai emménagé chez moi il y a 6 mois dans un appartement du 2e étage d'un quartier vraiment, mais alors vraiment tranquille. Je rentre tous les jours chez moi à 17h en moto et la stationne sur ma place. Ce jour-là, lundi 2 mai, je la gare et la laisse refroidir tranquillement avant de rentrer quand un inconnu vient rapidement à ma rencontre pour complimenter ma moto. J'insiste bien sur le terme « rapidement ». Dans sa phrase, je comprends « magnifique sportive ». Je lui fais comprendre que j'accepte son compliment, mais que là, je veux absolument rentrer chez moi et courir aux toilettes. Et ça, c'est important. Je précise que je ne connaissais pas cette personne. Je ne l'avais jamais vue, mais je pense maintenant que c'est un voisin inconnu bien flippant. Donc, il comprend enfin et s'éloigne de moi pour retourner vers le portail que je n'ai pas en vue. Je passe cette interaction et rentre juste chez moi avec mon bip. Bip qui sert à rentrer dans la cour de stationnement, rentrer dans l'immeuble et ouvrir les portails. Petite précision, j'ai une chienne, une berger créole de 4 mois qui reste dans le salon durant mon absence, porte fermée, et elle est très sociable. Il est temps de vous décrire un peu mon appartement. Quand je rentre, il y a un couloir de 5 mètres qui dessert en premier les toilettes, puis en face un peu plus loin la salle de bain, et enfin, en face de la porte d'entrée, la porte du salon. Bref, après avoir monté les escaliers, je rentre et referme la porte derrière moi pour courir aux toilettes, pas très glorieux, sans même dire bonjour à ma pauvre chienne que j'entends s'agiter un peu, puis se calmer de nouveau. Je fais mes petites affaires dans mes toilettes, avec le verrou ouvert hélas, quand j'entends ma porte d'entrée s'entrouvrir un peu. Je pense que c'est le vent évidemment, mais des bruits de panne me laissent aucun doute. Quelqu'un est chez moi et marche sans but dans mon couloir. Je suis vraiment pétrifiée. Je bouge même pas la main que j'avais tendue vers le papier toilette et j'ai même pas envie de pleurer ou de crier. Juste, je suis bloquée. La personne dans mon appartement est juste immobile et ne parle pas. Je l'entends vraiment respirer fort, respirant comme si il ou elle avait couru. Et là, ma chienne s'agite et le temps s'arrête littéralement. C'est comme si j'avais été rebootée. Ma main finit son mouvement et mes yeux bougent enfin vers le salon. Ma chienne que j'aime de tout mon cœur est en danger et je dois l'aider. Après tout, je suis chez moi et je dois me défendre. Pas le choix. J'attrape le rabat de ma poche et le soulève pour trouver mon téléphone que j'avais évidemment, comme une idiote, laissé avec mes affaires dans l'entrée. Je ne me suis jamais autant maudite qu'à ce moment-là. Mon chien s'agite et le salon s'ouvre. Je vous promets que je veux bouger et sortir, mais la lâcheté me rattrape et je me retrouve de nouveau bloquée. J'ai envie de pleurer et d'hurler de peur. Je ne sais pas comment vous décrire ce sentiment de blocage. Je veux juste trouver le courage de sortir et de lui hurler de dégager de chez moi. Mais rien ne se passe. Je reste dans mes toilettes immobiles pendant que ma porte de salon finit de s'ouvrir. Sérieusement, je me fais les pires scénarios. Que ma chienne se fasse tuer, puis que je me fasse tuer à mon tour. Mais rien ne se passe. Je pense que tout le monde est immobile et attend quelque chose. Mais rien pendant des secondes. Puis,
ma porte d'entrée se referme, sans que je n'entende aucun pas. Je suis toujours dans mes toilettes et ne réalise rien. Sauf que ma chienne est là et gratte à ma porte en pleurant. C'est ce qui me décide à enfin me débloquer et ouvrir pour la prendre, elle et mon téléphone dans les toilettes. Verrou fermé pour faire je ne sais quoi. Je ne sais pas quoi faire en fait. J'ai ma chienne collée à moi dans cette pièce minuscule et mon téléphone dans une main. J'aurais dû appeler les flics, mais sur le moment, je décharge juste et je pleure avec les léchouilles de ma chienne. Je pleure des larmes de crocodile, je vous jure. Je ne pense pas avoir pleuré avec autant d'intensité avant. Après vraiment 10 minutes à pleurer, je décide de me lever et de sortir délicatement. Comme si dans le cas où quelqu'un était vraiment chez moi, il n'aurait pas entendu mes pleurs. Enfin, je sors des toilettes et ma porte d'entrée est bel et bien ouverte. Et évidemment, la porte du salon aussi. Je baisse les yeux et je vois des traces de boue dans mon couloir aussi. Preuve que quelqu'un est bienvenu. Donc rebelote. Je réalise vraiment ce qui se passe et je pleure encore en fermant la porte d'entrée à 10 000 tours de clé. Ça se termine là. J'ai pas cherché à en savoir plus sur le moment et j'ai passé la pire nuit de ma vie. Depuis, j'ai un toc de verrouillage et dors très mal. Je prends mon chien partout et j'ai installé un verrou à la porte du salon. Maintenant, 1 mois est passé et je peux accepter de réfléchir. Voici mes constatations. L'inconnu du parking est passé par la terre pour venir me voir. Donc, ses chaussures étaient pleines de boue. Je ne l'ai pas vu, mais il a pu me voir rentrer chez moi. D'où le fait qu'il avait l'air essoufflé. Mais je me pose plein d'autres questions. Pourquoi moi? Que voulait-il? Est-ce que j'ai rêvé? Pourquoi mon chien n'a pas réagi? Elle connaissait cette personne? Je préfère ne pas y penser. Sauf que voilà. Mardi dernier, je trouve un post-it collé à même le sol sur ma place de stationnement. Et c'est écrit « Jolie moto, on a déjà parlé et tu me plais beaucoup ». Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment flippé. J'ai de nouveau pleuré sur le parking. Bref, depuis ça, je gare ma moto chez mon copain dans la rue d'en face. Mais jeudi et vendredi, en allant près de ma porte d'entrée, j'ai retrouvé la poignée de ma porte complètement levée, alors que je la baisse toujours pour la fermer. J'en suis sûre puisque c'est un toc. Bref, je ne sais pas quoi faire. Je veux que ça s'arrête. Mais peut-être est-ce de la paranoïa? Après ça, mon copain étant en école de police, m'a aidé à poser une main courante. Mais comme on s'y attendait, ils nous ont dit que ça ne mènerait à rien. Encore aujourd'hui, les post-it continuent d'être posés sur ma place de parking, même quand ma moto n'y est pas parce que je la gare maintenant chez mon copain qui habite juste en face de chez moi. Et pourtant, il y a toujours ces post-it. Mon copain les a tous ramenés à la police, mais même discours, on peut rien faire. Il a eu aussi l'idée d'installer une caméra dans l'arbre qui surplombe ma place pour voir un peu ce qui se passe, mais je suis très mitigée bizarrement. J'ai l'impression de ne pas pouvoir voir et me confronter à la réalité. De plus, je suis retournée ce matin à mon appart récupérer des affaires pour ma chienne avec elle et elle semblait super mal à l'aise à l'idée d'y rentrer. Et une fois fait, elle reniflait sans arrêt le sol de mon couloir, de ma chambre et le salon. Et évidemment, la poignée était encore une fois relevée. Eh bien, c'est la fin de ces 3 histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. J'espère aussi que la qualité du micro, ça va. Alors désolé, j'ai pas trop l'habitude, donc on doit peut-être entendre des pops. Il faut me laisser un peu le temps de m'habituer. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on va se laisser. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit demain pour une longue vidéo. C'est cadeau. Je vous fais la bise. À demain. Ciao.